Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de faire le sommaire, je pense que tous les supporters lyonnais, on est tous dans le même cas les gars, on est en dépression. Après la défaite face à la Nationale 3 de Bourgoin-Jallieu, c'était vraiment un moment de honte, un moment horrible. On en parlera évidemment dans la vidéo. Donc pour ce qui est du sommaire, on commencera par ça, par cette tôle monumentale qu'on a pris contre une si petite équipe. On enchaînera avec toutes les infos de John Textor parce qu'il y a beaucoup d'infos sur Textor qui sont sorties récemment. Ça concerne la DNCG, ça concerne son interview, ça concerne la vente du centre de formation, beaucoup de choses à dire. Puis on enchaînera avec le mercato et les autres infos qui concernent la FFF, qui concernent le match contre Toulouse pour moi ce soir, pour vous hier. J'espère qu'enfin on va reporter un match en ce début d'année 2025. Donc une grosse vidéo assez chargée avec beaucoup d'infos. C'est parti donc les gars pour la vidéo. On commence donc par les 16e de finale de Coupe de France et malheureusement, c'est même plus malheureusement, j'ai pas les mots, on a perdu au tir au but contre Bourgoin-Jallieu après avoir fait 2-2 au cours du match. Donc bon, on va analyser ce match, on va analyser pas non plus en détail, je vais pas faire une analyse joueur par joueur parce que tout le monde est à mettre dans le même sac là pour une fois, c'était vraiment catastrophique à tous les niveaux. Personne n'est sorti du lot en positif, d'autres sont sortis du lot en négatif. On y reviendra, mais déjà, on va parler de la honte monumentale qu'on a pris, comment on perd contre une équipe de National 3. Où est le problème? Techniquement, on est au-dessus, on le sait, sinon nos joueurs ne seraient pas à l'Olympique Lyonnais. Tactiquement, c'est pareil. Par contre, mentalement, les gars, on était absents du match. Aucune motivation. On les prenait de haut, on est arrivé en disant on joue contre une National 3, on va les fumer, on va leur en mettre 4, 5. Résultat, eux, ils sont arrivés le couteau entre les dents, ils ont allé à fond sur chaque duel, ils jouaient chaque coup à 100% et on a vu ça payer contrairement à nous, qui jouions en marchant, qui faisions aucun effort. Devant, ça faisait pas les retours défensifs, enfin bref. Je pense que le problème majeur, il était dans la tête, parce que dans les pieds, on sait que quand on arrive à faire quelque chose, on a les qualités pour leur montrer contre une équipe de National 3, il n'y a aucun débat en termes de qualité technique et tactique. Par contre, c'est dans la tête, on l'a dit, la motivation était absente. Et je pense que c'est la raison principale de notre défaite. Je vois pas comment on peut perdre autrement un match contre une National 3. Alors, il y a des joueurs qui ont été en dessous. Je pense à Omari, malheureusement. Je vais pas analyser beaucoup de joueurs. Hein. Je crois que c'est même le seul joueur que je vais analyser du match. Omari, je suis un peu déçu. Honnêtement, on prend un but à cause de lui. C'est de sa faute, il fait une passe en retrait qui est vraiment mal appuyée, une passe de U9, U11 maximum, assez compliqué de sa prestation globalement, on va dire. Pierre Sage lui a donné sa chance la première fois contre Karabakh, non pas contre Karabakh, contre Offenheim il me semble. Il avait fait un match plutôt correct, ça allait même si il y avait encore quelques lacunes, mais on pouvait pas lui en vouloir, c'était sa première apparition, il n'avait pas fait grand chose jusqu'à présent à l'Olympique Lyonnais, je crois qu'il était rentré une fois. Par contre là, il a démarré encore une fois en tant que titulaire, et ça a toujours pas été bon, et je pense que là sa chance elle est écoulée, qu'on le reverra jamais sur les terrains. Donc, du moins pas du côté de l'OL. On sait que c'est un joueur qui a pas un très bon mental. Ça s'est vu du côté de Rennes, ça s'est vu aussi dans ses anciens clubs, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on a vu également que en termes techniques, il paniquait très vite et quand il paniquait, il mélangeait les pieds. Enfin, c'était impossible de le voir faire quelque chose de qualité. Ce qui fait qu'on a eu un but. Bon, revenons maintenant sur le match en général. Moi, je vous dis, après le match, je me suis coupé de ma vie sociable. Je voulais plus entendre parler je voulais plus voir de programmes de foot. Je voulais plus écouter des trucs de foot. Je voulais plus parler à mes potes qui connaissent le foot parce que je voulais pas qu'on nous rappelle ça, qu'on nous rabâche le fait qu'on s'est fait fumer par une Nationale 3. Je voulais vraiment oublier ce moment, essayer de passer à autre chose et je pense que plusieurs Lyonnais ont été de cet avis-là. Alors bon, ça s'est passé, malheureusement, on ne peut pas faire autrement et on va devoir composer avec. Je pense que les joueurs ont pris, et c'est très légitime, une brasse par Pierre Sage et par Textor. J'ai peur que Sage soit en danger parce que Textor n'a pas l'air d'être le meilleur ami de notre entraîneur. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas lui le responsable. Le responsable, ils sont sur le terrain. C'est les 11 joueurs qui ont débuté et ceux qui sont rentrés, qui n'y ont mis aucune envie et qui n'ont rien foutu du match, qui ne méritaient rien. Et qui, pour moi, j'aurais été entraîneur, je pense, le lendemain, 6h du matin, sur les terrains de décrassage. Hein. Je leur laisse pas de jour de repos, je les fais pas venir à 10h pour un décrassage, c'est à 6h du matin, sur terrain, un terrain champ de patates qui est au fond de la vallée du Rhône, qu'on remonte un petit peu, et qu'on aille loin de notre centre de formation, de notre centre d'entraînement qu'on ne mérite pas, les gars, c'était vraiment... Voilà, bref, catastrophique dans tous les termes du jeu et dans tous les termes de la tête, parce qu'on n'a rien proposé, on n'a pas su mettre notre jeu en place contre une équipe qui ne vaut rien.
Et au tir au but, bah, c'est dommage aussi, leur gardien a fait des exploits d'arrêter ceux de Lacazette et Tolisso. Par contre, celui qui a tenté une Panenka, heureusement que Lucas Perry l'arrête, parce que là, je crois que j'aurais fait un malaise ou j'aurais fini profondément déprimé. Enfin, j'en aurais pas dormi la nuit s'il avait mis une Panenka contre nous, ça aurait été d'une humiliation. Heureusement que Perry l'arrête, et encore, c'était limite. Donc voilà, résultat, on est éliminé de la Coupe de France. On était en 16e de finale, le champ était ouvert. Il reste que Paris, Lille et Nice en grosse équipe. Tout le monde avait sauté déjà, franchement, on aurait pu faire un très gros parcours, aller au moins en demi-finale, voire même en finale et retenter notre chance, peut-être contre le PSG, peut-être contre Lille. Si on arrivait à aller jusqu'en finale, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne se fera pas et on les laisse, l'équipe de Bourgoin-Jallieu, continuer leur parcours. On leur souhaite quand même le meilleur parce qu'ils ont sorti des grosses équipes, ils ont sorti une Ligue 2 avant, je sais plus qui, mais une Ligue 2, et nous ont sorti nous. Maintenant, je vais être honnête, je n'ai pas dans la tête leur tirage au sort, donc je ne sais pas qui vont jouer. Mais on leur souhaite de continuer pour qu'ils fassent honneur à leur victoire contre Lyon. Et nous, il va falloir qu'on retourne de l'avant. Surtout contre Toulouse, les gars. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais là, il va falloir qu'on se remette la tête à l'endroit parce qu'on est dans une crise de confiance qui est assez exceptionnelle. Lyon est capable du meilleur comme du pire. Il y a 2 mois, on était la meilleure équipe de France. Aujourd'hui, on joue vraiment très mal. Il va falloir qu'on se reprenne avant la Ligue Europa cette semaine, avant la suite du championnat parce qu'on a des places à aller chercher. On veut aller en Ligue des Champions. Monaco a laissé des points, Nice aussi, même s'il a gagné, on est à 4 points du podium avant qu'on joue contre Toulouse, donc il va falloir qu'on se remette de l'avant, qu'on se remette la tête à l'endroit et qu'on propose un jeu assez cohérent. Voilà pour ce match, on va passer maintenant à John Textor, qui est peut-être plus enthousiasmant que cette première partie de vidéo. On continue les gars. On continue avec la rubrique John Textor, beaucoup de choses à dire et on commence par une nouvelle qui fait plaisir. Alors l'équipe a publié de nouveaux chiffres concernant nos remboursements qu'on doit faire devant la DNCG pour ne pas être légués. Donc ça, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que j'ai l'impression que toutes les 3 semaines des nouvelles infos sortent dessus et qui sont assez contradictoires avec les précédentes. Mais selon le dernier papier de l'équipe, on devrait 175 millions d'euros à la DNCG, enfin à nous. Enfin, on devrait montrer qu'on réinjecte 175 millions d'euros pour pouvoir lever les sanctions à la fin de l'année. Alors ça c'est plutôt pas mal parce qu'on se dit qu'on a déjà fait pas mal de choses qui pourraient nous remettre bien, notamment qu'on a injecté de l'argent pour se remettre en bourse et pour se mettre dans la bourse américaine, pardon. Donc sur ces 175 millions d'euros, toujours selon l'équipe, on en aurait déjà 150 millions. Ce qui est déjà très bien parce qu'on n'a pas inclus les ventes des joueurs, on n'a pas inclus la vente du centre de formation, on y reviendra après, et on n'a pas vendu la vente des parts de Crystal Palace, les 45. Alors sur cette vente-là, d'ailleurs, on pourrait avoir 220 millions d'euros, je crois, si Textor vend ses 45% à Sportbank, donc 220 millions d'euros, ce qui est vraiment déjà pas mal. Et s'il les vend à HD Venture, on aurait 245 millions d'euros. Voilà, c'est les chiffres. Donc évidemment, si on arrive à conclure la vente, on est très bien, on n'aura plus de problème, au moins pour l'année prochaine, enfin j'espère. Mais si on ne les vend pas, donc on va encore combler, mais il nous reste vraiment pas grand-chose sur les 175, on en a déjà remboursé 150, ce qui est déjà très bien, et ce qui nous montre qu'on est en bonne voie et qu'on a des bons indicateurs pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Donc jusqu'à là, tout va bien, et c'est l'info qui fait plaisir, qui rassure dans cette période sombre, on va dire, de l'OL, surtout en ce début d'année. Du coup, moi, ce que je voulais avertir chaque Lyonnais, et ce que j'ai pris conscience assez récemment, c'est qu'on fait des gros mercatos, mais on en fait un tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, on fait un mercato de fou. Après, Textor vient d'arriver, donc il y aura une politique qui sera différente que celle d'Ola sur les mercatos, donc peut-être que ce sera plus fréquent les gros mercatos, dans quel cas on va vendre et on va dépenser beaucoup d'argent, et il faudra vendre aussi beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas les soldes illimités, on va dire. On n'a pas le porte-monnaie de John Textor, je pense pas qu'il va tout mettre son argent personnel et celui de sa holding dans l'Olympique Lyonnais directement, ce qui pourrait nous permettre de nous en sortir assez facilement de cette situation. Par contre, si on fait des gros mercatos à chaque fois et qu'on est encore avec des dettes et qu'on est en train de perdre tous nos actifs, je parle de la LDC Arena, je parle de l'OL féminin, du club qu'ils avaient là, j'ai oublié leur nom, mais OL Reims aux États-Unis, de toutes les franchises qu'on a, enfin les franchises, on va pas vraiment appeler ça franchise, on va dire club partenaire qu'on a dans tous les côtés du monde, même si on retisse de nouveaux liens, et avec la nouvelle propriété, et avec la copropriété, j'arrive même plus à parler, et avec d'autres petits centres de formation, on perd quand même pas mal de clubs partenaires à l'international, ce qui font que c'est des actifs qui ne rapportent plus d'argent à Lyon, surtout si on se sépare également de l'Asvel, qui n'est plus dans Eagle Foot, enfin qui était dans la famille OL Group, mais qui n'a pas envie de s'intégrer dans l'entreprise Eagle Football,
parce que malheureusement, on est passé d'un statut d'une famille, aux yeux de l'Asvel, ils avaient raison, à un statut d'entreprise, et c'est pas leur politique, ils veulent autre chose. Donc si on se sépare de tout ça, on n'aura plus beaucoup d'actifs, comparé à ce qu'on avait avant, donc on aura moins de revenus, ce qui fait que ça va pas non plus tamponner notre dette. Donc il va falloir injecter souvent de l'argent, et ce qui pourrait nous, si on le fait pas, ça pourrait nous attirer pas mal de problèmes de la DNCG, donc à l'avenir, il faut faire attention. Et c'est pas parce qu'on réussit à se sauver cette année qu'on sera sans problème lors des années d'après. Je pense que ce sera un peu plus compliqué que ça. Bon, voilà, maintenant on va passer à l'interview de John Textor, parce que oui, il était dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC en début de semaine, je crois, lundi, il me semble. Il a dit beaucoup de choses. On va retenir 3 points. Ryan Cherki voulait absolument aller au PSG, il voulait vraiment y aller, sauf que les négociations sont mal passées avec Dortmund, avec Paris, ce qui fait qu'il n'a pas pu aller au Paris Saint-Germain, et tant mieux pour nous, vu comment il se révèle cette saison. Mais il voulait vraiment y aller, vraiment, il était PSG. Il voulait pas autre chose, il voulait même pas aller à Dortmund, selon les dires de John Textor. Autre chose maintenant, il a également dit que tant qu'il ne se serait pas réconcilié avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, il ne vendrait plus aucun gros joueur à son club. Et il a raison, parce que ça nous amène au 3e point. Il a dit que la DNCG était pas impartiale, donc elle prenait souvent parti, et souvent on va dire des infos de la LFP, j'arrive vraiment plus à parler. Je recommence. Alors, il paraît que la DNCG soutient souvent la LFP, qui est le meilleur ami de Nasser et du Paris Saint-Germain. Donc, il n'a pas totalement tort. Alors, je ne remets pas en cause l'impartialité de la DNCG, je pense que c'est un organisme indépendant qui reste, même s'il y a quelques erreurs des fois, qui reste le plus impartial possible, le plus non arbitraire. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas, ils prennent jamais parti. Enfin, pour moi, j'ai pas vu de trucs de fou qui sont réalisés à la DNCG. Par contre, là, la raison, c'est que Paris et Nasser contrôlent la Ligue 1. Ils ont un pouvoir plus grand que la LFP sur la Ligue 1, parce que Vincent Labrune adore Nasser, si on veut rester poli, voilà. On va dire qu'il lui lèche les pieds, et que c'est souvent le cas, et qu'il s'assoit toujours devant Labrune. Et on l'a déjà vu lors des trophées UNFP, je l'avais déjà dit sur ma chaîne, les interviews sont lunaires. On voit comment il fait tout pour brosser dans le sens du poil Nasser. Et Nasser, faut voir juste la répartition des droits TV, la nouvelle répartition. Il a tout pour lui, tout l'argent lui vient, alors que les autres, comme Marseille, qui s'est également écrasé devant le PSG, qui est le 2e club qui fait le plus d'audience, et ils ont carrément perdu en droit TV. Et ça, c'est à cause de la nouvelle répartition contrôlée par le PSG. Il faut voir comment ils incluent beIN Sport et ils les désinclusent dans les négociations, tout ça pour semer le doute, sachant que beIN Sport est une chaîne qatari. Voilà pour les infos de John Textor au sujet de son interview. Donc il avait raison dans la plupart de ses points, honnêtement. Et c'est le premier président qui dit que Textor contrôle la Ligue 1. On a vu les grands présidents faire des sorties, mais jamais un n'a critiqué Nasser et Labrune. Je pense à Olivier Létang, c'est le premier exemple qui vient en tête. Président puissant de Lille et puissant en France, qui n'a malheureusement rien dit, qui s'est également écrasé devant Nasser, qui ne veut pas se mouiller. Alors il y a quelques dirigeants en interne qui se plaignent de John Textor, qui dans leur cercle privé, on est au courant. Je pense à Ougorian, à Lens. Sauf qu'ils ne disent pas en public, et ils ne rejoignent pas non plus l'opposition de John Textor. Donc notre président est le seul à contester le pouvoir en place à la LFP, et il le fait très justement, parce que notre championnat aux commandes de Nasser Al-Khelaifi ne peut pas être plus compétitif, parce qu'il fait tout pour que le PSG ultra domine, et lui il s'en fout de s'il y a une compétitivité dans le championnat. Pour lui c'est mieux s'il y a que son club qui domine. Pour lui ça fera mieux vivre la Ligue 1, sauf que évidemment que c'est pas comme ça que ça marche, et que si on veut avoir plus d'argent et plus de compétitivité, il faut qu'il y ait plus de clubs qui soient capables de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Textor est tout seul dans son camp, peut-être que d'autres présidents vont les rejoindre, en tout cas on les invite, et on verra ce que ça donne d'ici les prochains mois dans l'opposition. Dernière info de John Textor, les gars, cette fois-ci, c'est le centre de formation. Je ne sais plus si je l'ai dit la semaine dernière, mais il voudrait vendre le centre de formation, donc, qui se trouve à mes yeux, à côté de Dessines. Il voudrait le vendre à Michel Kang pour que la propriétaire de l'OL féminin puisse faire son stade. Donc ce serait évidemment top pour l'OL féminin, qui prendra encore plus en prestance, on va dire. Mais c'est autre chose. Il voudrait faire le centre de formation à Dessines pour les rapprocher, on va dire, du centre d'entraînement et des pros. Alors, ce qui serait une bonne idée, en soi, c'était le cas à Gerland avec Tola Vologe, c'était juste à côté du centre d'entraînement des plus grands. Enfin, vraiment, le centre de formation et le centre d'entraînement étaient à côté. Donc,
on espère que ce sera réalisable et que ce sera la même chose, mais est-ce que ce serait pas juste pour récupérer un peu d'argent pour la DNCG? En vrai, il a raison, mais on se sépare encore une fois d'un actif qui était un terrain assez lucratif, avec tout ce qu'on gagnait grâce au centre de formation qui performe. D'ailleurs, les Lyonnais U19 ont gagné la coupe Gambardella. Bon, ils n'ont pas gagné le trophée. Ils ont gagné les 16e de finale, je crois, il me semble, contre Sochaux, qui est premier du championnat de national, premier de leur poule de U19 du championnat national de U19. Donc c'est un gros exploit parce qu'ils ont gagné 4-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très fort. On voit de beaux joueurs dans cette réserve. Je pense à Alejandro Gomez Rodriguez qui ne va pas tarder, je pense, à intégrer le groupe pro de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il le mérite amplement. Alors excusez-moi, je bégaye un petit peu. On va dire que c'est les effets de la Coupe de France qui m'ont pas mis bien et toutes ces infos autour de Textor qui sont compliquées. Donc excusez-moi pour ma locution qui n'est pas excellente aujourd'hui. Elle sera meilleure dans les autres semaines. Voilà. Donc c'était les petites infos de John Textor. Maintenant, on va passer au reste. Il nous en reste encore beaucoup, notamment le mercato qui s'est agité ces dernières semaines, des officialisations dont on avait quand même déjà parlé en tant que rumeur, et d'autres choses, d'autres rumeurs qui sont très très surprenantes. Restez les gars parce que franchement il va y avoir de belles choses dans cette page mercato. On enchaîne, c'est parti. Voilà la page mercato et on commence directement avec les officialisations. D'abord dans les départs, on a notamment le prêt d'Adrielson, on en avait parlé la semaine dernière à Anderlecht, avec une option d'achat de 6 millions d'euros plus 10% à la revente. C'est un club ami, en tout cas dans les tribunes Anderlecht, donc ça fait plaisir d'essayer de les renforcer comme on peut, donc on leur souhaite bonne chance et bonne chance à Adrielson. Autre officialisation, on en avait parlé également, c'est Maxence Cacré qui part pour Côme. Alors il va avoir la belle vie dans un beau centre d'entraînement, dans une belle ville où on mange bien, avec le lac de Côme, franchement, c'est avec un projet ambitieux en plus. Avec Fabregas pour les entraîner, moi je pense qu'il a fait le bon choix. Il part pour 16,5 millions plus 1,5 million de bonus, donc 18 millions au total, et 7,5% à la revente. On souhaite bonne chance à notre Gon qui nous a fait tant plaisir durant ces années à l'Olympique Lyonnais. Ça a été toujours un joueur très professionnel qui avait le caractère, qui a fait d'énormes choses, et pendant le Final 8 en 2020, il était injouable. Vraiment, personne ne pouvait le tester. C'était l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, on va dire, à ce moment-là, évidemment. Pas le meilleur parce qu'on avait beaucoup qui rivalisaient, mais en tout cas il était vraiment très fort et c'était l'un des Cacré qu'on a le plus adoré. Mais en tout cas ça a été un très bon joueur même si ces derniers mois étaient compliqués. On lui souhaite bonne chance à Côme. Donc voilà, on enchaîne avec les officialisations, toujours dans le sens des départs. Mamadou Diawara est officiellement prêté sans option d'achat au Havre. Alors ça fait plaisir parce qu'il devait partir parce qu'il n'avait pas tant de jeu et pour progresser il a besoin de jouer plus. Et ce qui fait plaisir Pardon, je recommence. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est un grand espoir et qu'il fallait le prêter, il fallait pas le vendre. Et en plus, on le prête sans option d'achat, donc il reviendra à Lyon à la fin de la saison. On espère que ça ira mieux pour son temps de jeu, que ça ira mieux du coup dans la tête, qu'il voudra rester à Lyon, parce que c'est une pépite et je pense qu'il pourrait faire de très bonnes choses à Lyon dans les prochaines années. Quand il s'imposera, il y a moyen qu'il devienne assez performant. Donc on lui souhaite déjà bonne chance et on espère qu'il va progresser du côté du Havre. Voilà, autre officialisation dans le sens des arrivées, Thiago Almada, légal champion du monde argentin, qui a joué à Botafogo après avoir joué à Atlanta en MLS, arrive enfin en Europe et du côté de Lyon, il est prêté gratuitement jusqu'à la fin de la saison. Donc il vient récupérer son numéro fétiche, le 23, qui était celui de Lucas Perry, qui va récupérer le numéro 1 laissé vacant depuis le départ d'Anthony Lopez. Donc Thiago Almada, ça fait plaisir, ça rajoute un peu de concurrence à Cherki, ça les poussera les deux à être meilleurs. Alors évidemment, physiquement, ça va être compliqué pour lui, après avoir joué en MLS et au Brésil. Arriver en Europe dans un championnat aussi physique que la Ligue 1, ça va pas être pareil. Et évidemment qu'il va falloir un peu de temps pour qu'il s'adapte. Comme c'est un petit joueur en plus, un profil petit, technique, qui vient d'Amérique et qui vient en Europe, c'est compliqué, on sait. Mais moi j'ai confiance en lui, j'ai peur qu'il floppe, c'est vrai, mais je me dis qu'il a un talent exceptionnel, un potentiel de fou, et qu'il va arriver à se dévoiler à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, même si ça prendra un petit peu de temps, il y arrivera, enfin j'espère. Et moi j'ai confiance en lui, donc ça fait vraiment plaisir qu'un talent comme ça rejoint l'OL. En plus, on en a vraiment besoin. Ça pourrait limite nous faire décaler Cherki sur l'aile droite et nous mettre du coup Thiago Almada en 10. Si les deux s'entendent bien, on peut se mettre vraiment très bien. Voilà pour ça, maintenant, deux rumeurs, de très grosses rumeurs. On va commencer par Ernest Noama. Alors que RMC Sport disait qu'il y avait un accord entre Lyon et Everton autour de 20 millions d'euros et que tout était fait, que dans les prochaines heures, Ernest Noama aurait signé à Everton, bah, l'équipe a tout démenti en fait. Ils sont arrivés, l'équipe, ils ont fait un petit papier, ils ont dit, en vérité, Lyon a reçu aucune offre pour Ernest Noama. Alors ça, c'était un retournement de situation de fou, les gars,
parce qu'on pensait qu'il allait partir à Everton, comme je viens de le dire, mais en fait, il n'a aucune offre, aucune, vraiment zéro, en tout cas de ce que dit l'équipe. Alors pareil, on se méfie parce que là, deux grosses sources assez sérieuses du football français se contradisent, sont contradictoires. Voilà, on va dire ça. Donc deux infos assez sérieuses qui sont contradictoires, ce qui nous laisse penser que est-ce que Ernest Loma est aussi attractif? Il fait une mauvaise prestation, certes la Première Ligue pourrait être un bon championnat pour lui s'il arrive à progresser un petit peu techniquement, mais est-ce que pour autant les clubs anglais qui sont souvent une réputation d'être des pigeons, et encore ça marche parce que c'est la meilleure ligue du monde, est-ce que pour autant ils veulent recruter Ernest Loma qui est un joueur très jeune, faut pas l'oublier, je crois qu'il est à 20 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus, je sais plus exactement. Mais en tout cas, il a un potentiel de fou. Par contre, techniquement, il va falloir qu'il travaille, ce qui fait qu'il n'arrive pas encore à faire de bonnes prestations à l'OL. C'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais en tout cas, il n'a aucune offre. Et maintenant, on passe à la rumeur la plus folle de la vidéo que j'étais pas... Enfin, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Alors, ça vient de Marca, le journal espagnol, vous connaissez sans doute. Nicolas Tagliafico pourrait aller au Real Madrid. Alors là, ce serait un truc de fou. On annonce Nicolas Tagliafico, notre latéral gauche exceptionnel, qui est un des joueurs sous-cotés de Lyon, au Real Madrid. Alors ce serait tellement mérité pour lui. Enfin, moi, ça me dérangerait même pas de le vendre au Real, parce que pour lui, pour le joueur que c'est totalement mérité. Et ce serait fou qu'il aille jouer au Real, qu'il aille jouer la Ligue des Champions, qu'il soit dans les premiers postes en Liga. Enfin, ce serait exceptionnel de rejoindre un club aussi exceptionnel que le Real Madrid. Alors je me répète, mais ça montre ma joie. Mais franchement, il mérite de fou. Alors certes, j'ai pas envie de le voir partir parce que Abner, c'est moins bon que Tagliafico dans tous les postes, on va dire, parce que c'est un très bon latéral offensif, Abner. Mais défensivement, c'est autre chose. Et dans la grinta, dans les interventions, dans l'expérience, dans le mental, c'est quelque chose de différent que Nicolas. Donc en vrai, moi je veux le garder, mais s'il a envie d'aller au Real, on ne pourra pas l'empêcher parce qu'il mérite et ce serait une récompense pour ces belles années, que ce soit du côté de Lyon ou avant à l'Ajax. Enfin bref, il mérite totalement et ce serait un truc de fou. Mais s'il reste en vrai, on serait un peu tous contents parce que pour le remplacer, ça va être compliqué. En tout cas, pas cet hiver parce qu'on a interdit de recrutement. Donc moi, je veux le voir partir. En plus, il est libre à la fin. Je veux le voir partir, non, mais si c'est pour aller au Real, oui, mais je préférerais le garder. Enfin, ce sera pas Silver, je pense, parce qu'il aura 6 mois de contrat et le Real ne va pas dépenser 5 millions inutiles alors qu'il pourrait le récupérer l'été prochain pour 0. Parce que oui, notre latéral vaut seulement 5-6 millions d'euros. On rappelle qu'il n'est plus tout jeune également, je n'ai pas son âge en tête, mais commence à prendre, on va dire, les affres de l'âge, pour rester poli. En vrai, c'est un très bon joueur qui a beaucoup mûri et qui a une expérience folle, et ça se voit sur le terrain, il est très très performant, donc il ne souffre pas des affres de l'âge, comme je viens de le dire, mais il en profite, et c'est un joueur qui est très mature et qui fait du bien à Lyon. Donc moi, je veux qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, et je pense que tous les supporters lyonnais sont du même avis. Mais évidemment que si le Real est sur le dossier, ça va être compliqué de le maintenir parce qu'il mérite totalement de jouer au Real Madrid. Voilà, pour ça, on va passer aux dernières infos, les gars. C'est des infos autres, on va dire. On va parler de la FFF, on va parler de Lyon-Toulouse, on va parler de plein de choses assez intéressantes, d'une anecdote assez drôle de Lyon-Brest. Allez les gars, on continue, ça va être la fin de la vidéo. Donc voilà, dernière séquence de la vidéo et on commence avec Lyon-Toulouse. Alors vous l'avez sans doute vu, Lacazette n'est pas dans le groupe parce qu'il a une gêne musculaire et l'Olympique Lyonnais ne souhaite pas prendre de risques. On veut qu'il se préserve, on veut qu'il se repose pour qu'il revienne d'aplomb la semaine prochaine en Europa League, les gars. Donc il est forfait pour la réception de Toulouse. Mikotadze a sûrement dû commencer, vous le savez vous, et j'espère qu'on aura gagné. Et Almada est déjà dans le groupe, donc est-ce qu'il va jouer ou non? Est-ce qu'il est assez prêt physiquement? Je ne sais pas, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que Lyon gagnera ce match, c'est vraiment ce qu'on veut tous, peu importe qui joue pas. Là, l'objectif principal, prendre les 3 points et essayer de reprendre un peu de confiance. Autre info, les gars, qui fait assez plaisir, c'est l'officialisation que dans la saison 2026-2027, il existera un championnat de Ligue 3. Un 3e championnat professionnel qui va faire du bien au foot français, je pense. Plus professionnalisé, plus modernisé, avec une économie plus stable, on va dire. Je pense que ce sera parfait dans le développement des joueurs, déjà dans un premier temps, parce qu'avec plus d'infrastructures, plus de moyens, plus de modernité, ce sera plus facile pour produire des bons joueurs, pour produire des joueurs qui pourront aller dans l'antichambre de la Ligue 1 l'année d'après, en Ligue 2, puis pourquoi pas se révéler un jour en Ligue 1. Certes, ça fait plus d'échelons à gravir, mais ça permettra
un développement, je pense, mieux pour tous les joueurs, et que ce soit les jeunes du centre de formation, des clubs qui seront en Ligue 3, parce que quand tu as un club pro, tu as le droit d'avoir un centre de formation, donc forcément ce sera mieux aussi dans la qualité des joueurs formés, puis dans les joueurs confirmés, on aura plus de joueurs, une densité meilleure dans ce championnat également, et ça permettra aussi de relancer un peu la compétitivité du foot français dans les échelons inférieurs, pour pouvoir, on ne sait pas, rivaliser de plus en plus, créer une sportivité qui est meilleure, et pourquoi pas, petit à petit, on va dire que ça va arriver à développer et à encore faire progresser la Ligue 1. Alors certes, ça se verra pas tout de suite, et je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais je pense qu'il y aura des répercussions assez positives sur la Ligue 1, avec des joueurs qui seront mieux formés, qui auront un meilleur état d'esprit, qui seront plus professionnalisés, et forcément avec un vivier plus grand, puisque plus de centres de formation signifie plus de joueurs formés. Vous me direz, c'est assez logique. Donc plus de pépites qui arrivent à confirmer, enfin j'espère pour eux en tout cas. Donc un meilleur vivier, et la Ligue 1 portera jamais mieux son nom que la Ligue des Talents, enfin que son surnom du coup, la Ligue des Talents. Donc ça fait assez plaisir, et ce sera en place entre la saison 2026-2027, enfin durant cette saison-là. Et on attend que ça, parce que je pense que ce sera une avancée majeure pour notre football. Dernière anecdote, très très drôle les gars, c'était au déplacement à Brest. Bon certes, on a perdu et c'était vraiment pas un très beau match à regarder, mais les Bad Guns ont été refusés à l'entrée. Alors pourquoi, on ne sait toujours pas, ça reste un mystère. Mais du coup, ils sont allés voir l'équipe de handball féminine de Brest et ils sont allés les encourager. Vous avez sûrement dû voir les vidéos, sinon elles sont disponibles sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que vous pourrez la trouver assez facilement. Mais ils chantaient, ils encourageaient les féminines donc, du handball brestois. Et c'était assez drôle parce que ça fait plaisir que nos supporters ne se sont pas tout simplement braqués, rentrés chez eux, et ayant fait des kilomètres pour rien. Ils sont allés donner et soutenir pour une équipe qui peut-être mérite, je ne sais pas honnêtement, je regarde pas le handball féminin et encore moins Brest. Je regarde que les matchs de l'équipe de France, vous me direz. Mais du coup, ça fait plaisir parce que ça montre, on va dire, les côtés positifs du football et des ultras qu'on a peu l'habitude de mettre en avant. Et je pense que les Brestoises ont été contentes d'avoir un soutien comme ça. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo aussi avec la Ligue Europa. Donc on se laisse sur une phrase de Bartruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.